Nous sommes en 2042 et nous pouvons affirmer que l'égalité est atteinte. La société québécoise a choisi, il y a 20 ans, de construire un avenir qui est féministe. Par la mise en place de mesures structurantes et de modifications culturelles majeures, l'ensemble des inéquités entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes ont été enrayées. Par la socialisation égalitaire et les changements culturels, la société québécoise se démarque aujourd'hui par le partage équitable des tâches au sein des familles, puisqu'aucun écart n'est observé dans les heures que consacrent les parents à l'éducation et aux soins des enfants. Le même phénomène se dessine pour la proche aidance, où femmes et hommes contribuent à part égale aux soins des proches. Transportons-nous dans cet avenir féministe. Bonjour, je m'appelle Émilie Nicolas. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage dans le futur, en 2042, où la prochaine génération vit dans une société où l'égalité entre les hommes et les femmes et l'égalité entre les femmes elles-mêmes a déjà été atteinte. J'aurai l'occasion d'échanger avec 3 femmes, Dominique Bernier, Nelly Brière et Camille Robert, sur l'atteinte de cette égalité et le chemin qu'il a fallu parcourir pour y arriver. Avant de faire ce voyage, rappelons-nous certains éléments de la situation des femmes en 2022 au Québec en ce qui a trait aux enjeux de conciliation, famille, travail, études. En 2022, les femmes consacraient plus de temps que les hommes aux activités domestiques. On parle d'un écart d'environ 1 heure par jour et cet écart qui augmente à 1 heure et demie de plus que les mères d'enfants de 4 ans et moins consacrent aux activités domestiques comparément aux pères d'enfants du même âge. Pour la prochaine danse, une tendance similaire se dessine. Les femmes sont plus nombreuses à agir comme une personne proche aidante et elles consacrent aussi un nombre d'heures plus important que les hommes. Les tâches liées à l'éducation et aux soins des enfants sont aussi majoritairement sous la responsabilité des femmes. Lorsque ces tâches augmentent, dues à une absence ou à une diminution de services, ce sont les femmes qui doivent y pallier. Ainsi, les femmes se retrouvent dans une plus grande proportion que les hommes à sacrifier leur carrière ou mettre leurs études sur pause pour prendre soin d'un proche ou de leurs enfants. Maintenant, en 2042, l'égalité a été atteinte. Comment se fait-il que cette répartition des tâches au sein de la famille est... Pardon, il manque un verbe dans la phrase. Maintenant, en 2042, que l'égalité est atteinte, comment se fait cette répartition des tâches au sein de la famille et comment arrive-t-on à mieux concilier les différents rôles qu'ont à jouer les femmes et les hommes en lien avec la famille, le travail et les études? Dominique Bernier. En fait, je pense que ce qui a vraiment changé la donne dans le dossier du partage des tâches, c'est l'introduction, en fait, c'est l'allongement du congé parental et l'obligation qu'il y ait un partage plus équitable du congé parental entre les hommes et les femmes. Donc, on a adopté le modèle suédois avec un congé parental de 18 mois, pour lequel 6 mois sont réservés à la mère et 6 mois réservés au père ou un autre partage pour les autres types de structures familiales, mais un partage équitable, en fait, entre les 2 parents. Et ça a changé vraiment la donne parce que ça fait en sorte que, notamment, les pères qui étaient beaucoup moins présents auprès des tout-petits-enfants dans le passé, ils ont été obligés obligés entre guillemets, mais en fait, pour pouvoir bénéficier du congé, qui est quand même une avancée sociale importante, ils ont dû prendre soin à temps plein pendant 6 mois d'un tout petit, ce qui fait en sorte que déjà, ça crée un attachement, puis ça permet aux hommes de développer ces skills-là, excusez l'anglicisme, qui auparavant étaient, disons, perçus comme étant essentiellement féminins, alors qu'on se rend compte maintenant que ce n'est pas du tout le cas. Autant les hommes que les femmes et les autres identités de genre sont capables de s'occuper d'un tout petit de la même manière, en fait. Il suffit d'avoir l'occasion de mettre ces apprentissages-là en pratique. Donc, le rôle de la paternité en particulier a beaucoup changé. Camille, qu'est-ce qu'il y a de différent en 2042?
Ben, comme on l'a mentionné dans une autre capsule, les personnes proches aidantes sont maintenant rémunérées pour leur travail. Elles bénéficient aussi des mêmes avantages sociaux que les personnes salariées, soit des congés maladie, des prestations de retraite, etc. Et il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de services de soutien de soins à domicile qui ont été mis en place par les CLSC. Avant, il y avait eu des coupures assez importantes au début des années 2000, mais la bonification de ces services a fait en sorte que les gens n'ont plus à choisir entre quitter leur emploi pour s'occuper d'un proche et ou pouvoir poursuivre, par exemple, sa carrière, puisque des services sont offerts. Donc, il y a eu une bonification aussi des prestations du RQAP, ce qui fait en sorte qu'il y a un plancher de 1 000 $ par semaine. Donc, les gens peuvent avoir un congé parental sans être précarisés. Et finalement, les employeurs et les milieux d'études sont tenus de mettre en place des politiques de conciliation famille, études, travail, avec des congés flexibles, du soutien financier et différentes formes d'accommodement. Donc, les gens, finalement, n'ont plus à choisir entre leur projet familial et leur vie professionnelle ou leurs études. Nelly Brière, qu'est-ce que tu vois en 2042? Bien, j'ajoute que à toutes les importantes mesures qui ont été prises dans le secteur des salaires, etc., mais aussi l'éclatement culturel du format familial et couple qu'on connaissait en 2022. Maintenant, la parentalité peut être multiple. C'est pas nécessairement un père, une mère. Ça peut être plusieurs personnes. Il y a la mode des éco-habitats où les gens vivent de façon complètement différente, à plusieurs, avec des espaces partagés diversifiés qui sont plus écologiques, mais aussi qui permettent une espèce d'entraide et de tissage social qui n'existait plus en 2022, parce que tout le monde était chacun dans leur petite maison avec leur cour. Là, maintenant, il y a ces espaces-là au sein même des habitations, des nouvelles constructions, en plus des développements urbains qu'on a vus au sein des villes qui permettent d'avoir ces espaces partagés-là où la famille est remise dans l'activité de la société en général et pas que dans les milieux de travail. Il n'y a plus nos vieux stationnements dangereux pour tout le monde, en béton, désagréables. Là, maintenant, tout est intégré et pensé pour que ce soit une expérience sociale partagée par tous les membres de tous les formats familiaux qu'on peut maintenant croiser. Là, et ça a été possible à cause des réformes, mais aussi à cause des modèles culturels qui sont issus du milieu des arts, qui ont, entre autres, été favorisés par toutes les subventions pour ce développement de la mixité des modèles, de la mixité des productions artistiques, mais aussi cet encadrement des algorithmes qui, je le rappelle, a fait en sorte que les plateformes de contenu devaient partager une plus grande diversité et une plus grande diversité non seulement dans les contenus artistiques, mais aussi dans ceux qui avaient créé ces contenus-là. Parce qu'on le sait, la clé a été beaucoup la diversité des modèles pour justement faire éclater des formats qui étaient peut-être même à la limite, parfois oppressant pour les femmes, parce que le format de couple a eu ses ratés, là, on s'en est rendu compte là, depuis 2022. Donc, juste pour clarifier, tous les modèles de couple, y compris ceux qui sont plus, disons, traditionnels, sont encore présents. C'est juste qu'on n'a plus la même norme au niveau, par exemple, de l'idéal, la famille nucléaire, etc., qu'on place sur un piédestal. Est-ce que ça a une influence sur la façon dont les parents socialisent, dont les tâches se répartissent à la maison, Dominique? Bien sûr. En fait, tout ça, en fait, émane aussi d'un changement dans l'éducation des enfants, là, dont on a parlé aussi dans une autre capsule, mais en fait, les garçons sont mis à contribution dès le plus jeune âge pour participer aux tâches ménagères de la maison. C'est rendu la norme. Avant, il y avait quand même une différence assez importante entre la manière dont on impliquait les fillettes versus les jeunes garçons. En fait, l'implication active des pères aussi et des autres modèles masculins dans les tâches ménagères a joué pour beaucoup dans la popularisation de la nouvelle norme, en fait. Donc, ça part beaucoup de l'éducation, c'est clair. Le fait de mettre des attentes similaires aux enfants, peu importe leur sexe, ça vient vraiment contrer, en fait, la tendance qu'on observait auparavant. Puis, y compris au niveau romantique, où est-ce que l'attente de créer l'unité nucléaire, elle n'est plus là. Alors, on voit émerger toute une panoplie de possibilités où est-ce que la création d'une famille
est multiple et elle n'est plus jugée comme elle l'était dès qu'elle sortait du champ, justement, un peu plus, disons, presque catholique, qui était prescrit. Donc, on a sorti une idée du jugement. Oui, j'ajouterais aussi, en fait, qu'il faut quand même souligner que la réduction de la semaine de travail à 28 heures par semaine a vraiment facilité la conciliation avec la vie familiale et la vie privée, là. Donc, réduction du temps de travail sans perte de salaire, évidemment. Ouais. Mais donc, les gens avaient moins de temps pour se consacrer à leur vie privée, leur vie sociale, leur vie familiale, parce qu'ils travaillaient 40-45 heures par semaine. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a plus de temps pour faire les activités qui nous tiennent à cœur, pour s'impliquer dans la communauté, pour prendre soin des gens qu'on aime. Puis ça fait en sorte aussi, justement, qu'il y a moins de sous-traitance du travail domestique et ménager vers des personnes qui sont moins privilégiées, que ce soit par rapport au travail domestique, par rapport à la préparation de repas, etc. Donc, il y a vraiment tout un modèle d'organisation du travail et de la vie familiale et privée qui a été remis en question. Dans les mesures que tu as énoncées, il y a beaucoup de réinvestissement dans les services publics, dans les soins à domicile, dans changer le rôle des CLSC. Comment est-ce qu'on a réussi à convaincre les pouvoirs en place que ces réformes-là valaient la peine sur le plan financier? Comment est-ce qu'on a réussi à convaincre de faire ces dépenses-là dans les services publics? Bien, je crois que c'est surtout la pandémie qui nous a ouvert collectivement les yeux sur les conséquences. Puis la mobilisation sociale qu'il y a eu ensuite à ça. Exactement, toutes les revendications qu'il y a eu par la suite qui nous ont ramenés, en fait, à la mission essentielle des CLSC dans les communautés. Il faut rappeler qu'à la base, c'est des cliniques populaires qui ont été mises en place dans les années 1970 qui visaient une auto-organisation citoyenne aussi pour répondre aux besoins de la population, notamment dans des quartiers moins favorisés comme Pointe-Saint-Charles. Puis on est revenu finalement à cette mission originelle des CLSC pour vraiment répondre aux besoins de la population puis faire en sorte que toute l'organisation néolibérale de ces services sociaux et de santé soit remise en question au profit de services qui mettent réellement les priorités des citoyens et citoyennes de l'avant. Donc, un éveil, une mobilisation sociale derrière ces changements-là. Merci beaucoup à vous trois.